Donc, dans ce livre, il y a deux vieux qui s'interrogent finalement. On paye des impôts tous les jours pour que les enfants aillent à l'école, mais quel est le fruit après tout s'ils ne peuvent pas me tirer de la misère? Depuis que je suis né, je voyais des gens qui portent la roue pour aller labourer. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu un changement, ni des machines, ou même du matériel qui pourrait être tiré par le jeté. Est-ce qu'on s'intéresse vraiment? Est-ce que lorsqu'on parvient à terminer les études, nous n'avons pas la tête dans les nuages et nous ne voulons pas vivre à l'occidental sans toutefois essayer de relever ceux qui nous ont aidés à arriver là où nous sommes? Donc, je pense que nous avons une dette morale envers le monde. Il a tout fait pour nous, malgré ces difficultés. Et tous les enfants du pays devraient essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, pour qu'il aille plus mieux. Voilà. Il y a le parti État. Je reviens sur le culte de la personnalité. Les Burundais ont une conception monarchique du pouvoir. Je reviens par exemple sur les événements. Lorsqu'il y a un chef d'État qui visite un coin, tout le monde est mobilisé. On vous dit, si tu parviens à voir le président, au revoir à la cécité. Donc, il y a une sorte de divinisation d'un mandat public révocable. Ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Et malheureusement, les autorités eux-mêmes, à force d'être déifiées, ils finissent par se convaincre que ce sont des êtres un peu suprêmes. Pourtant, c'est un simple mandat que le peuple accorde à l'un des citoyens qui devrait essayer d'accomplir les tâches qu'il a promis d'accomplir. Mais il n'y a pas à se nommer État parent. Parent de qui? Est-ce qu'un mandataire est un parent de son mandat? Alors que le mandat peut révoquer le mandat qu'il lui a confié. Donc, tout se joue dans le subconscient. J'évoque la façon dont l'un des personnages se faisait bousculer au point de perdre la respiration parce qu'il voulait voir son président afin qu'une fois âgé, il soit guéri de la cécité. Donc, il y a toutes ces choses qu'il faut essayer d'analyser et remettre en cause. Et donc, je ne peux pas aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Je reviens sur la rencontre des deux personnages qui se parlent finalement ouvertement de la peine que chacun éprouvait et qu'il gardait à lui, des plaies qui affectent la famille. Et c'est au prix de cette discussion franche qu'ils sont devenus de vrais amis. Un pacte de sang, comme on dit. Et je reviens sur l'épisode de l'unité nationale, lorsqu'on chantait chaque matin à l'école la chanson de l'unité. Mais après, on chantait ça le matin, mais le soir, il y avait d'autres enseignements qui se répandaient. Donc, le Burundais aussi a cet aspect un peu hypocrite. Il y a un proverbe burundi qui dit ça, c'est très dangereux. Parce que, au bout du compte, tu peux avoir quelqu'un qui est supposé être un ami, mais l'amitié n'est que de façade. Donc, j'essaie de revenir sur ce phénomène par rapport à cette période charnière où les questions commencent à être évoquées presque explicitement, la question de l'unité nationale. Mais il n'y avait pas la sincérité parce que l'unité qui n'est pas éclairée par la justice reste une unité très précaire. Voilà. Ça, c'était le premier chapitre. Et puis, je reviens maintenant sur les crises cycliques vécues par les auteurs. Je parle de la scène de guerre du 8 novembre 1991. Ce n'est pas très évoqué dans notre histoire.
Pourtant, la guerre a commencé à Cibitoke, de Bujumbura. Et ça a touché plusieurs coins, Cibitoke, même au sud de Mabanda. Et ça a embrasé toute la ville de Bujumbura pendant au moins 2 semaines. C'était un calvaire. On revient sur le multipartisme et la campagne électorale mouvementée. Lorsque des gens venant de la campagne commencent à dire, voilà, cette maison prochainement sera à moi. Ben, pourtant, la famille n'a pas le projet de vendre. C'est-à-dire que derrière, il y avait d'autres enseignements qui étaient là. Et chaque parti n'était pas prêt à perdre. Personne n'était disposé à perdre. Et les chansons extériorisaient une violence verbale inouïe. Donc, qu'il y ait cet éclatement qui n'a pas tardé, ce n'est pas très étonnant. Je reviens sur le coup d'État avorté, l'assassinat du président Melchior Ndada et les massacres à caractère génocidaire qui ont suivi, toujours avec les yeux des enfants, ce qu'on voyait. Mais plusieurs événements sont évoqués. C'est très pénible quelquefois de lire ce chapitre. Tellement on peut se dire, mais quelle est cette mouche qui a piqué les Burundais? Pourquoi cette frénésie meurtrière? Je reviens sur la balkanisation du pays en général et la capitale en particulier. Il fut un moment où on ne pouvait pas aller dans n'importe quel quartier. Il fallait penser avant d'y aller, est-ce que finalement ce quartier, moi je peux m'y rendre? Et je reviens sur les 2 auteurs. En fait, l'un s'appelle Nyandoui, lui il était déjà en exil. Il s'est exilé d'abord au Rwanda et le génocide le trouve là. Il trouve que c'est insupportable, il va en Tanzanie et dans le livre il y a certaines correspondances qui reviennent sur ces moments tristes qui ont été traversés par toute la région. Parce que la question du génocide, je vais y revenir plus tard, se transmet dans nos pays comme dans des vases communicants. Il y a des massacres à caractère génocidaire qui ont suivi l'assassinat du président Melchior Ndada. Et ça n'a pas été suivi des faits. Et d'une certaine manière, ceux du Rwanda ont dit, ben, mais comme ceux du Burundi l'ont fait. Et que finalement, il n'y a pas eu de suite. Aussi, on doit, c'est vrai, un génocide, c'est quelque chose d'horrible et qui se prépare sur de longues périodes. Parce que les germes remontent aux années 60. Ce virus circulait déjà. Mais j'estime humblement que pour combattre ce fléau, il faudra une solution régionale. Il y a des massacres au Burundi en 1993. Il y en a eu le génocide contre les Tutsis du Rwanda. Mais au Congo aussi en 1998, vous vous souvenez de l'affaire Yerodia, plusieurs centaines de personnes de Tutsis se trouvant à Kinshasa ont été tuées. Ceci étant dit, je reviens aussi dans le livre sur la crise de 72. Et ce qui est très regrettable, c'est que il y a une généralisation et une tendance à une solidarité négative. Lorsque on parle des crimes qui ont été commis par des Tutsis, les Tutsis ont tendance à se sentir concernés. Lorsqu'il y a eu des crimes qui ont été commis par quelques Hutus, les Hutus ont tendance à se sentir solidaires avec les criminels. Donc, il y a un passage dans le livre qui revient sur 72, où on évoque, certes, une attaque d'une rébellion aussi, au sud, qui avait des visées génocidaires, mais les crimes qui ont suivi sont horribles.
des enfants qui étaient à l'école, qui étaient arrêtés à l'école et qui étaient tués. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui se sente un peu consterné lorsqu'on l'évoque, parce que ce sont des crimes qui sont condamnables. Et nous nous sortirons de ce calcan, nous sortirons de ce bourbier que lorsqu'on aura le courage de sentir la douleur de l'autre. Seulement, l'ouvrage se concentre sur le parcours d'une génération. Mais, dans le livre, on revient sur ces crises à travers un témoignage d'une personne dont le nom, certes, a été modifié. Mais, il faut que l'on franchisse l'étape de la globalisation pour mettre les responsabilités sur les individus. C'est très déplorable qu'en 2020, il y ait un enfant de 15 ans, comme Zamahoro, qui a été tué et dont les tueurs croyaient venger les leurs qui ont été emportés par les massacres de 72. Tant qu'il n'y aura pas la justice, tant qu'il n'y aura pas la vérité, on sera toujours dans ce cycle vicieux. Mais il est grand temps qu'on sorte de ce cycle. Donc voilà, je reviens aussi sur les massacres à caractère génocidaire aussi de Bouguengana et l'espoir suscité par l'accord d'Arusha. J'ai essayé d'analyser l'accord d'Arusha et la faillite du système a été due au fait que le chapitre le plus important, qui est le premier chapitre, qui évoquait la réconciliation, n'a pas été mis en application. Les politiciens se sont beaucoup plus concentrés sur le protocole 2, lié au partage du pouvoir, en ignorant l'aspect justice. Il était prévu dans le premier protocole qu'il y ait une commission d'enquête envoyée par les Nations Unies pour enquêter sur les événements passés des années 65, 72, 88. Et après la mise en place de cette commission, la commission allait proposer un tribunal spécial pour le Burundi, pour juger les criminels de tous bords, afin que le Burundi reparte sur de nouvelles bases. Malheureusement, je pense personnellement que rares sont ceux qui avaient l'intérêt à ce que la justice fonctionne à l'époque. C'est très difficile de se crever l'abcès. Ceux qui étaient aux manettes avaient certainement, de près ou de loin, des responsabilités dans ce qui s'était passé. Et là, je vise les signataires de l'accord de façon globale, je ne vise pas uniquement une partie. Donc, on s'est dit, voilà, on se partage, mais ignorons la justice. C'est ce que la Commission Vérité et Réconciliation est en train de faire, parce que dans les textes, à l'origine, la justice y était inclue, mais maintenant, on a essayé d'extraire. Donc, tant que l'on essayera de se voiler la face, et de dire, voilà, maintenant j'ai le pouvoir, je peux modifier l'histoire, je peux essayer de me blanchir et enfoncer au trou. Ça sera le même cycle qui ne va pas s'arrêter. Il est temps, sinon trop tard, que les gens s'asseyent ensemble et discutent et se disent la vérité. Ben, arrive alors le troisième chapitre. Je parle d'une révolution retardée parce que ce qui s'est fait en 2015. Il y a les accords, il y a l'accord d'Arusha qui précisait noir sur blanc qu'aucun président ne peut diriger le pays plus de 10 ans. Le 22 avril 2014, le président Nkurunziza tente de changer la constitution. Le Parlement, dominé par les membres de son parti, lui refuse la possibilité d'obtenir un troisième mandat. Lorsque le Parlement refuse au nom du peuple burundais, aucune autre personne, pas même un juge, ne peut
dire voilà, même si la population a déjà refusé son mandat, comme moi j'ai été nommé par Monsieur le Président, je peux lui faire du plaisir et lui dire que ça peut marcher. Donc, la population burundaise, qui a vécu toutes ces souffrances, voulait tourner cette page. Il y avait la liberté d'expression au Burundi, les histoires d'ethnie étaient devenues très banales, à telle enseigne que dans les manifestations, les enfants, les ennemis d'hier, se tenaient la main, se portaient mutuellement secours. Il y avait une mobilisation citoyenne et je suis persuadé que si rien n'est fait pour trouver une issue, pour redonner au peuple sa dignité, pour lui laisser s'exprimer, si on continue au rythme actuel de la répression, la révolution qu'on croit avoir des faits refera surface. Donc, je pense que si on observe ce qui s'est passé durant la campagne électorale précédente, après 5 ans de répression très dure, on voit sur les différentes collines du pays des foules qui se disent non, on ne peut pas supporter ça. C'est vrai, on est en train maintenant encore une fois, de molester, d'arrêter, de faire disparaître. Mais plus on s'enfonce dans cette fuite en avant, plus il y a de frustration et plus il y a de risques que l'avenir soit beaucoup plus incertain. Donc, je reviens sur cette mobilisation citoyenne qui a rassemblé les Burundais de toutes les couches. Je reviens sur la tentative d'ethnicisation de la part du pouvoir et des gens qui étaient proches de ce pouvoir qui disaient voilà, on n'est pas d'accord avec ça. Je reviens sur le durcissement de la répression et de la torture qui a été infligée à l'un des personnages du monde. Et j'entame maintenant l'identification des mots qui maintiennent la nation en otage. Donc, depuis 1959, depuis les années 58, lorsque a émergé l'idée de dire, voilà, comme on est nombreux, on peut balayer les autres et vivre seuls. Et les autres disaient, ben, il y a une menace qu'on nous extermine, il faut se protéger au maximum. Il faut les écarter pour qu'ils ne nous exterminent pas. L'idée de l'accord d'Arusha derrière, c'était de dire, voilà, il faut qu'il y ait le pouvoir, mais il faut que la minorité soit protégée. L'accord d'Arusha se résumait en 2 mots. Le pouvoir pour la majorité, parce qu'il y a des gens qui disaient, ben, si on lâche, on va tous périr. Il dit, voilà, on vous accorde la sécurité, mais laissez la démocratie marcher selon les règles fixées, même s'il n'y a pas de règles universelles pour la démocratie. L'accord d'Arusha avait pu mettre sur pied une démocratie consociative qui permettait la participation de tout le monde au pouvoir, tout en sécurisant les différentes composantes de la société burundaise. Il y a un leadership sans vision, républicain, source d'une stagnation. Dans le livre, on revient sur la naissance de la rébellion actuelle. Il y avait cette fureur après l'assassinat d'un président qui venait d'être élu. C'était même un peu prévisible, parce que tellement il y avait des gens qui l'aimaient, qui l'adoraient, et ils ne pouvaient pas supporter effectivement que les choses se passent comme elles se sont déroulées. Donc le coup d'État est condamnable. Ceux qui ont entrepris cette action n'avaient pas certainement réfléchi sur toutes les conséquences. Mais on revient surtout aussi sur les massacres qui se sont abattus sur de paisibles citoyens.
il y a une anecdote qui n'est pas mentionnée dans le livre. On dit à une dame d'Orodigui, on lui dit il faut aller trouver un refuge quelque part parce que le président Dada est mort. Et elle demande, mais quand est-ce que Michombero a été démis du pouvoir? Elle ne connaissait même pas qu'il y a eu beaucoup de présidents au Mali. Mais des gens paisibles comme ça, qui n'ont rien à voir avec la politique, on vient, on les tue simplement parce que, voilà, tel, l'armée a fait ceci, a fait cela. Et au début, donc, le premier défi qui était lancé à la rébellion naissante, c'est qu'en son sein, il figurait, c'est pas tout le monde, mais il figurait beaucoup de gens qui venaient de commettre des massacres et qui voyaient des poursuites commencer à être enclenchées et qui se disaient la seule refuge, c'est bel et bien la rébellion. Mais il y a d'autres couches, il y a des gens qui étaient révoltés par ce qui est arrivé. Donc ils étaient confondus. Mais à côté de ça, il y a des gens qui ont été contraints à combattre le pouvoir parce qu'ils étaient harcelés. Il faut considérer ce qui s'est passé à l'université du Burundi, des crimes condamnables, des étudiants qui sont tués en raison de leur ethnie, qu'ils puissent aller en rébellion pour voir comment revenir, quoi de plus normal. Mais le problème, c'est que ceux qui sont partis après avoir pilé des bébés, ceux qui sont allés après avoir éventré des enfants, ils y allaient avec la même idéologie et ils voulaient que le mouvement grandisse avec ça. Il y avait beaucoup donc de difficultés au niveau interne. Il y a des gens qui pourront nous éclairer davantage, s'ils veulent bien prendre la parole, qui sont parmi ceux qui ont créé cette rébellion. Mais c'était très difficile. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de dislocations. Et à l'interne, ils ne s'entendaient pas, ni au niveau idéologique, et beaucoup plus en raison du régionalisme. Et je vais revenir sur ça. La preuve, c'est le cimetière qui se trouve à Manga, où ils se sont rentrés dedans eux-mêmes parce qu'ils ne se comprenaient pas. Donc, il y avait une difficulté énorme. Je peux me tromper, mais je pense qu'au début, ils se disaient il faut détruire ce régime qui est incarné par la minorité et qui est prédominé par les gens d'une seule région. Je pense que l'objectif global était beaucoup ça. Est-ce qu'ils ont pensé maintenant après...